Bonjour à toutes et à tous, Xavier Fenot, Interactive Trading. Encore? Putain, il va falloir lui apprendre à régler les lumières encore. Allez, après une petite pause estivale du mois d'août, je crois que c'est parti pour prendre les débriefs hebdo, avec désormais 50 000 abonnés. Ouais, et toujours pas de lumière, voilà, j'avais dit. Et merci à tous de me suivre, d'être autant depuis maintenant. Je sais même plus depuis combien de temps est-ce qu'on a lancé les débriefs hebdo. 3 ans, 4 ans. Allez, on va reprendre tout ce qui se passe sur les marchés depuis fin juillet. Alors ça tombe bien parce que tous les marchés sont au même point. Mais la question est, qu'est-ce qui s'est passé entre temps? Alors déjà, la première chose, c'est qu'on a un Premier ministre. Alors, qu'est-ce qui va changer d'avoir un Premier ministre? Ils servent à quoi en fait? Comment il s'appelle déjà? Pourquoi est-ce qu'on est toujours au même point? Comment? Qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on peut faire? Je vais tout vous expliquer. Alors, commençons déjà par les gros rendez-vous de cette semaine. C'était une semaine chargée en émotions. Déjà, la Banque Centrale Européenne. Eh oui, ça y est, elle a baissé ses taux directeurs encore une fois de 25 points de base. Alors, c'est passé comme une lettre à la poste. Toi, elle aurait pu faire genre un événement, tu vois, un peu à la cérémonie d'ouverture des JO, tu vois, un truc de ouf. Tu sens que c'était presque dans la douleur. C'est la deuxième fois cette année qu'elle baisse ses taux directeurs. Mais dans le même temps, et c'est pour ça je pense que ça n'a pas fait trop de bruit, c'est qu'on a révisé à la baisse les prévisions de croissance pour les années à venir. Et attends, c'est pas fini, parce que en plus de ça, elle a révisé à la baisse, à la hausse, du coup, à la hausse, ses prévisions d'inflation sous-jacentes. Ça veut dire que si on exclut tout ce qui est alimentation et énergie, parce que ça bouge beaucoup, c'est assez volatile, sachant que les cours du pétrole ont perdu 20% en 2 mois. Et bien si on exclut tout ça, elle relève ses prévisions d'inflation pour les années à venir. Pour sa prochaine réunion, le marché n'anticipe plus à 40% une prochaine baisse des taux, mais plutôt à 20%. Tu t'en doutes bien, si elle relève ses objectifs d'inflation, forcément, elle ne pourra pas baisser plus ses taux. Alors, la réaction du marché a été sans appel, super volatile, ça a tout. Non, en fait, il s'est rien passé. Je te montre le CAC, comme on dit dans le jargon. Il s'en badigeonne le nombril avec le pinceau de l'indifférence. On a eu également l'inflation aux États-Unis. Alors là, c'est chaud, chaud, chaud. Mais avant ça, avant de parler de l'inflation aux États-Unis, c'est très important, c'est d'abord la semaine passée, c'était vendredi semaine dernière, on a eu les chiffres de l'emploi aux États-Unis. Et ça, c'était pas bon. Alors le chômage était conforme aux attentes, et stable d'ailleurs, 4,2%. Mais les créations d'emplois ont été inférieures aux attentes, et dans le même temps, on a eu une hausse des salaires moyens plus forte que ce qu'on attendait. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle les marchés la semaine dernière ont plutôt décroché. On a perdu entre 4 et 5% sur le SP500 par exemple. Ce qui veut dire, et si tu regardes cet indicateur-là que j'avais posté récemment, dès que le chômage prend 0,5 points de pourcentage, ça voudrait dire, en tout cas ça a marché à chaque fois, que les États-Unis entrent, voire même sont déjà en récession. Donc autant te dire que ces chiffres de l'emploi, on s'est dit tout de suite, les marchés, il va y avoir un hard landing. Et puis donc, je le disais, cette semaine, nous avons eu l'inflation aux États-Unis et là aussi l'inflation sous-jacente, si on exclut la baisse des prix du pétrole de 20%, ce qui a un impact considérable justement sur les prix, elle était supérieure à ce qu'on attendait. C'est ce qu'on appelle le core CPI. Alors c'est à cause de quoi? Hausse des prix assez forte de l'immobilier, mais aussi des voyages. Ça coûte plus cher de voyager du coup. Il a donc augmenté cet indice de plus 0,3% au mois d'août. On attendait plus 0,2%. C'est la plus forte hausse depuis 4 mois. Et donc, ça a augmenté de 3,2% sur un an. Donc, c'est pas une bonne nouvelle, mais ce qui a compensé cette mauvaise nouvelle, c'est que les chiffres du mois d'août d'inflation qui avaient été publiés, enfin plutôt les chiffres du mois de juillet, pardon, qui ont été publiés au mois d'août, eux ont été révisés dans le même temps à la baisse, ce qui a permis du coup de compenser la mauvaise nouvelle et c'est la raison pour laquelle finalement les indices américains ont plutôt mal réagi dans un premier temps, mais après ils se sont dit ah ouais mais ils ont révisé à la baisse, donc du coup ils ont bien réagi dans un second temps. On appelle le double effet Kiss Call. Et donc aujourd'hui les marchés ont baissé un petit peu leurs anticipations de baisse des taux d'ici la fin de l'année pour la Fed. Je rappelle qu'il reste encore 3 réunions. D'ailleurs, la prochaine, c'est la semaine prochaine. Et on fera peut-être d'ailleurs un live Twitch en live ensemble pour analyser tout ça. Le marché n'anticipe plus
5 baisses des taux, mais plutôt 4 baisses des taux d'ici la fin de l'année, dont une donc la semaine prochaine. Direction maintenant la Chine, parce que là-bas, il y a de la déflation. Et ça date pas d'hier, puisque c'est tout au long de cette année. Et on rentre dans une spirale du coup de baisse des prix, ça c'est pas bon du tout, parce que ça veut dire qu'on est plutôt dans un marasme économique. Et d'ailleurs, ça commence à impacter l'Allemagne, entre autres. Allez, direction publication d'entreprise, on a 99% des boîtes qui ont publié parmi l'indice SP500. 79% font mieux en termes de bénéfices nets par action. Mais surtout, il y en a eu 59 parmi elles qui ont révisé à la baisse leur objectif et 50 seulement à la hausse. Et de toute façon, vu qu'on parle de SP500, les 499 du SP500, de toute façon, on s'en balèque. Ce qui compte, c'est la 500e. C'est qui ? C'est Nvidia, le maître du monde. Quand Nvidia perd 10%, t'as tout le marché qui se boite. D'ailleurs, ça impacte le monde entier. Et dès que ça reprend 8%, finalement, tout va bien. Parlons quand même d'Adobe, qui a publié donc cette semaine ses résultats trimestriels. Et c'est inférieur à ce qui était prévu. D'ailleurs, avant bourse, ça se mange en moins 8% direct. Mais ça, tout le monde s'en fout. Et pourquoi d'ailleurs inférieur aux attentes? Beaucoup de concurrence et faible demande pour tous ces outils d'édition intégrés pour l'intelligence artificielle. De toute façon, si t'as pas d'IA, t'as raté ta vie, globalement. Côté banque, alors là, on arrive dans une... Ah non merde, c'est pas une fusion, pardon. Non, c'est un espèce d'avalement. Enfin, pas encore. Oui, parce que Unicredit a dit que désormais, elle détenait 9% de Commerzbank. Et peut-être même d'ailleurs que ça ira un peu plus loin. Ce qui veut dire que toute la consolidation du secteur bancaire qui avait déjà été annoncée, c'est en train quand même de se mettre en place. Allez, direction les marchés avec le gold qui fait des nouveaux ATH. Nouveau record historique pour le gold, lié à une petite faiblesse du dollar américain cette semaine, après l'absorption, la digestion des chiffres d'inflation aux États-Unis. Donc on est toujours dans une tendance de fond qui est particulièrement haussière, tant qu'on tient les 2400 $ et même d'ailleurs les 2100 $. Aucun signal de faiblesse pour le moment, même si quand même pendant 3-4 semaines, là on a eu une petite phase de consolidation latérale, comme quoi, phase de consolidation latérale, plus de chances de sortir dans le sens de la tendance précédente que d'amorcer un retournement. Le yen, lui, bourre face au dollar. Si tu prends l'USD yen, c'est l'inverse. L'USD yen, il est au plus bas depuis un an. Bah oui, parce qu'il y a un membre du conseil d'administration de la Banque centrale du Japon qui a signalé qu'il y aurait peut-être des nouvelles futures hausses de taux d'intérêt. Si en tout cas, tout ce qui est perspective économique ou tout ça était satisfaisant. Donc du coup, le marché est en train de se projeter, anticipe. Tiens, d'ailleurs, on parlait tout à l'heure du SP500. Il va y avoir quelques petits changements. Il y a des nouvelles boîtes qui vont rentrer. Alors, il y en a d'autres qui vont sortir, bien évidemment, pour les remplacer. Donc, on a Palantir Technologies qui va rentrer, Dell, et Eri Indemnity. Il faut savoir que pour rentrer dans le SP500, il faut une capitalisation boursière d'au moins 18 milliards de dollars. Respecter quelques règles en termes de flottant, de rentabilité et aussi de liquidité. Et justement, tiens, vu qu'on parle des indices américains, commençons par eux, on arrive à nouveau, et c'était le cas d'ailleurs quand on s'était quitté fin juillet, début juillet, par là quoi, sur ces bornes hautes de canaux ascendants, weekly d'ailleurs, si on regarde le SP500 ou même le Dow Jones, c'est kiff kiff bourrico. Donc du coup, je vous avais dit, je vous ai pas pris en traître, je les ai vendus début juillet pour accompagner cette baisse, et d'ailleurs le marché a perdu grosso modo 10%. Ensuite, on est remonté, si je prends l'indice SP500, à nouveau sur cette même zone à 5600 points. Ça, c'était il y a 2 semaines. Qu'est-ce que j'ai fait d'ailleurs? J'avais fait une petite vidéo courte justement pour mise en bouche de on prend le débrief hebdo, tout ça. Je paye pas là, j'attends des signaux baissiers. 5006, le marché, donc le SP500 a perdu 5%, ce qui a permis de profiter en grande partie de cette baisse. Et aujourd'hui, on est en train de remonter à nouveau sur les 5600. Alors, j'ai plus rien, j'ai plus de position vendeuse sur le SP puisqu'on est passé, selon mes règles, des zones de polarité positive, notamment sur le SP500, sur les indices américains plus particulièrement. On va le voir juste après que sur les indices européens, en fait, c'est pas le cas. Et on est, oui, dans un flux haussier en horaire depuis la fin de cette semaine. Donc, et ça, c'est le troisième élément, vu que on est aujourd'hui, et ça a été le cas donc il y a 2 mois, ça a été le cas il y a 2 semaines, on revient à nouveau sur ces mêmes niveaux qui sont donc pour moi un timing vendeur. D'ailleurs, j'ai ma casquette, elle est là, timing vendeur. Mais, et ça c'est quand même relativement important, c'est qu'il me faut des signaux baissiers pour pouvoir reprendre une exposition vendeuse sur ces niveaux-là. Pour le moment, ce n'est pas le cas. Bon, je te donne un petit niveau d'alerte, par exemple sur le SP500, 5570. Si on repasse là en dessous, j'estime qu'il y a un petit signal de faiblesse et donc à ce moment-là, je reprendrai une petite exposition vendeuse dans un premier temps. Ça a marché 2 fois, pareil que jamais 203, donc on attend la 3e. D'ailleurs, en parlant de ça, arrêtons-nous à la minute. Non, pas la minute pédagogique.
Détends-toi, respire. C'est l'heure de réfléchir. Ah, pas trop quand même, hein. Ça fait mal à la tête. C'est l'instant psychologie. Donc oui, nous sommes effectivement dans un marché de range depuis maintenant des mois et des mois. Alors oui, certes, il y a des indices qui sont forts, des indices qui sont faibles. On va le voir juste après avec le CAC 40 pour ne pas trop spoiler, même si je viens de le faire du coup. Alors, si on regarde par exemple ici le SP500 ou encore l'indice DAX, je sais que tu regrettes de ne pas avoir tout vendu en haut. Tu regrettes probablement de ne pas avoir tout acheter en bas. Oui, je sais, je sais. Moi, par exemple, je fais partie des vendeurs sur rebond et pas des acheteurs sur repli. En tout cas, pas maintenant. Et d'ailleurs, peu importe de quel camp est-ce que tu fais partie, et je respecte même si tu fais partie du parti opposé, mais voilà, si tu fais partie de l'équipe d'en face, parce que finalement, il n'y a aucun regret à avoir, parce que peu importe dans quelle équipe tu es, finalement, à chaque fois, vu qu'on est dans un marché de range, eh ben, les plus-values latentes se réduisent à un moment donné, voire repassent à zéro. C'est ce qui s'est passé me concernant cette semaine sur le SP500. J'ai été vendeur à fond, le marché me donnait raison, j'ai un flux baissier, je charbonne à la vente, mes polarités sont négatives, je prends quelques objectifs par-ci par-là, et sur les positions restantes, je mets des stop loss ABE, ce qu'on appelle des stop loss au cours d'entrée, ce qui m'évite de faire des pertes si jamais ça remonte dans l'autre sens assez rapidement. Et ben tout s'est déclenché au cours d'entrée sur le reste de mes positions. Il n'y a pas vraiment de frustration à avoir puisque c'est la définition même du marché de ces dernières semaines et même de ces derniers mois. Il ne faut absolument pas regretter de ne pas avoir accompagné le marché le plus longtemps possible jusqu'à ses objectifs. Même si au final, derrière, on doit temporairement invalider, temporairement se mettre en retrait puisque le marché nous donne tort. Et d'ailleurs, encore une fois, peu importe dans quel camp est-ce que tu te trouves. Il faut savoir appuyer sur l'accélérateur quand il le faut et appuyer sur la pédale de frein quand il le faut aussi, avant de se prendre le mur. Mais dans ce type de marché, on est obligé de se faire confiance sur des zones clés, lorsqu'on a des signaux d'ailleurs plutôt horaires sur ces zones clés daily ou weekly. Parce que si tu attends la confirmation, de la surconfirmation, en fait, tu rentres à la vente en bas et tu rentres à l'achat en haut. Et tu te fais lessiver du coup. Bref, on est dans un marché de contre-pied, c'est comme ça, c'est ainsi, et c'est vrai que ça dure depuis un moment. Et plutôt que de le prendre de manière négative, ouais, c'est chiant, c'est pourri, nanana, autant faire du mieux possible avec ce qu'on peut et avec ce qu'on voit. Donc le seul où finalement psychologiquement, on va dire psychologiquement, mais même techniquement d'ailleurs, psychologiquement c'est beaucoup plus facile de le shorter, c'est le CAC 40 parce qu'on voit qu'il est toujours dans une tendance baissière. Tu te rappelles, je l'avais revendu, j'avais réaugmenté mon exposition à 8200 points tout là-haut. Il s'était complètement boité, j'avais revendu jusqu'à 7003 et j'avais charbonné d'ailleurs à la vente. 7003, j'arrête, on remonte à 7700 points. À partir de là, j'attends des signaux vendeurs et j'ai eu des signaux vendeurs juste en dessous des 7700 points. Donc, je suis à nouveau 2/3 vendeur sur le CAC 40. D'ailleurs, petit coup d'avance, si jamais on enfonce les 7350 points sur le CAC, j'appuierai encore un petit peu plus parce que là, ça dégraderait encore un peu plus la situation baissière sur le CAC pour viser les fameux 6800, 6830 points. Bref, il est faible, je tape dessus logiquement et ça c'est dans un contexte de zone euro où on sent que la situation économique, pour ne pas dire politique, est tendu. L'euro-dollar, quant à lui, on est dans une grosse zone de vente entre 1,11 et 1,12. Alors, on est dans une zone de vente, mais je sais que ça va durer des semaines et des semaines avant qu'il se passe quelque chose sur cette zone-là. Et je commence tranquillement à le retravailler à la vente sur cette zone. C'est une grosse zone hebdomadaire qui travaillait depuis des années maintenant. D'ailleurs, je l'avais vendu en décembre 2023, entre Noël et le jour de l'an. Ça s'était super bien passé. Là, je recommence, même si je sais encore une fois que ça va prendre plus de temps. Et le pétrole, beaucoup en parlent. On arrive sur une grosse zone support hebdomadaire. D'ailleurs, pour ceux qui font partie d'EVT, on l'avait vu dans le carnet de bord, cette zone des 72 $, qui est d'ailleurs en train de réagir, mais attention parce que les cours du pétrole, si jamais on a un hard landing aux États-Unis, donc une économie qui est en train de baisser, une inflation qui stagne, voire qui remonte un petit peu, les cours du pétrole forcément derrière vont morfler. Donc oui, on est dans une zone d'entrée à l'achat, clairement, mais attention, le pétrole, quand je le dis souvent, quand il part, il fait pas semblant. Il faut vraiment le gérer de manière rigoureuse. Surtout d'ailleurs si on a une récession aux États-Unis. Bon, pour le moment, on n'y est pas, mais on ne sait jamais. Donc oui, go à l'achat, pourquoi pas, mais avec parcimonie et surtout avec rigueur. Concernant le marché crypto, ça fait 6 mois qu'il est complètement larvé, complètement plat. Je reste quand même enthousiaste pour la suite parce que ça fait 3 fois qu'il a réagi ici, 2 fois notamment cet été, juillet, août, on a eu des spikes là au mois de juillet, au mois d'août. Le marché a réussi à tenir, ça montre qu'il y a quand même des acheteurs qui reviennent à la charge. Il devient un petit peu plus mature. Le Bitcoin d'ailleurs beaucoup plus fort que ses copains, notamment l'Ether, on voit qu'il perd
vraiment de sa force face au Bitcoin de plus en plus. Le Bitcoin, lui, à chaque fois, on arrive sur les 54 000 $. Bim, il prend 10 000 $ direct dans la foulée. Donc beaucoup plus optimiste là-dessus. En tout cas, si tu veux aller plus loin concernant le marché crypto, j'ai repris les crypto hebdo, puisque normalement tu es abonné. Si ce n'est pas le cas, n'hésite pas. Tu as dû recevoir la notification cette semaine. Précédente vidéo, en tout cas de la chaîne, j'en ai déjà parlé longuement. Donc oui, le marché crypto est mou, mais je reste quand même encore enthousiaste. La semaine prochaine, donc, rendez-vous avec la Fed, très important. Baisse des taux, oui, il y aura, mais la question c'est après. Est-ce que l'inflation a suffisamment baissé pour anticiper de nouvelles baisses des taux cette année? Est-ce que l'économie américaine va bien? Réponse donc semaine prochaine. En attendant, prenez soin de vous. Merci pour vos likes. Si vous n'avez pas perdu l'habitude, ça fait toujours plaisir. Merci aux 50 000 abonnés pour commencer cette nouvelle saison. Ça me fait vraiment plaisir, chaud au cœur. Et on se retrouve très vite. Ciao!